Si. Euh, donc, comme l'a indiqué Julie, je vais intervenir donc pour la première partie et je vais intervenir avec Pascal qui va donc parler de Clanic plus précisément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Est-ce que vous la voyez correctement? Ça fonctionne bien, oui, pour Super, vous. Merci. ça Oui, ça m'affiche, oui. fonctionne bien. Super. Donc voilà, je vais vous présenter donc les points que nous allons traiter ensemble. C'est en lien entre Clanic et l'ENAC pour aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le poste de chef de projet et analyse fonctionnelle donc que j'ai au gouvernement Princi à Monaco. Puis je vais vous présenter en quelques mots comment s'organise la digitalisation donc de la principauté avec les défis du numérique et notamment les intérêts en vue du contexte sanitaire actuel. Puis Pascal va vous présenter Clanic plus précisément ainsi que les besoins de l'entreprise en termes d'emploi et de stage. Donc pour le poste de chef de projet et d'analyste fonctionnel. Donc, comme je vous disais, donc je suis analyste fonctionnelle, sous-entendu chef de projet au sein de la direction des services du numérique du gouvernement. Ma mission principale, c'est de proposer des solutions informatiques et novatrices aux clients. Après, bien sûr, avoir analysé leurs besoins, donc c'est tout ce qui est la partie conception et ainsi que leur architecture système afin de développer des démarches en ligne. Donc, c'est des téléservices, c'est notre travail principal. Il s'avère qu'en plus des compétences techniques au niveau informatique qu'il faut afin de mettre en place ces téléservices, il est nécessaire d'avoir des compétences en termes de communication pour pouvoir échanger avec les clients, ainsi qu'une réelle expérience en gestion de projet, comme vous pouvez vous en douter, afin de mener à terme tous les projets qui nous sont adressés. Les tâches et rôles principaux donc, que j'ai au sein de mon poste sont notamment la gestion de la maintenance pour tout ce qui est innovation, évolution sur nos téléservices. Donc, c'est les démarches en ligne que nous proposons à tout le gouvernement et aux habitants. La gestion des migrations, c'est-à-dire toutes les évolutions qu'il peut y avoir sur les téléservices. Bien sûr, pour cela, il faut coordonner les actions entre nos services ainsi que toutes les personnes donc, qui travaillent au sein de notre équipe afin de mener à bien ces évolutions. Pour les points de mon projet, enfin les points de mon poste, il faut donc que je passe par plusieurs étapes, notamment l'analyse du besoin avec le client, tout ce qui est conception et design, qui peut être différent en fonction des différentes volontés des clients. Tout ce qui est implémentation, ainsi que test, jusqu'à la mise en production. Et suite à la mise en production, il y a encore des tâches à effectuer, comme faire tout ce qui est communication avec les nouveaux téléservices qui sont développés, la formation au service, et tout ça pour plusieurs projets de grande envergure au sein de la principauté. Il faut également procéder à une organisation et une attribution des tâches entre les membres de l'équipe afin d'optimiser la réalisation des projets, puisque bien sûr, on n'en a pas qu'un, il y en a plusieurs en parallèle. Il faut également tout ce qui est lié à la gestion de projet, hein, gérer les ressources, le calendrier pour les jalons, de façon à ne pas prendre du retard sur nos livraisons. Il faut bien sûr arbitrer sur les priorités des maintenances et des évolutions que nous proposons. Et tout ceci, comme je vous le disais, avec plusieurs projets en parallèle. Donc, c'est de la véritable gestion de projet, hein, quoi qu'il arrive, pour le bien de la principauté. Donc, pour la deuxième partie, je vais vous parler de la digitalisation de la principauté de Monaco. Alors, c'est ce qu'on appelle l'e-gouvernement. Donc, si là, en fait, c'est des informations qui sont purement publiques. C'est-à-dire que si vous allez sur les sites du service public de Monaco, vous pourrez avoir des informations sur cette digitalisation, puisque bien sûr, il y a des informations qui sont confidentielles et qu'on ne peut pas communiquer. Donc, le principe même, c'est que la transformation du numérique doit répondre à un impératif essentiel, c'est d'améliorer l'expérience des habitants. Notamment pour les démarches en ligne et les interactions qu'ils ont avec les services administratifs. C'est pour ça qu'on met en place cette numérisation, puisque ça assure une rapidité
notamment pour la mise en place des démarches pour les habitants, et aussi une facilité pour réaliser ces démarches. L'usager est vraiment au cœur de notre démarche et du service public que nous proposons. Ça répond à plusieurs critères, notamment la flexibilité, puisqu'on permet à l'usager d'avoir une liberté d'effectuer le maximum de démarches en ligne pour ce que nous proposons, sans contrainte, on va dire, d'horaire ou de jours ouvrés, puisqu'il peut réaliser ses démarches avec beaucoup plus de flexibilité. Et bien sûr, les démarches physiques restent accessibles. On assure également la transparence, puisque ceci permet de suivre l'évolution de la demande et de savoir quand le service sera effectif. C'est-à-dire que quand on fait une démarche en ligne, on peut voir l'évolution de sa demande directement. Ça permet également d'avoir une valeur probante, puisque en effectuant la démarche en ligne, on a une validité de la demande avec notre profil. Les défis du numérique et les intérêts, surtout en vue du contexte sanitaire actuel. Donc, les défis du numérique sont les suivants. Bien sûr, il faut intégrer la digitalisation des process dans la stratégie des entreprises. Donc, c'est grâce à une communication avec les clients. S'assurer de l'implication et la formation des collaborateurs ainsi que des services, puisque quand on installe une démarche en ligne, il faut bien sûr former les collaborateurs à ces nouvelles pratiques. Assurer une circulation de l'information. Bien sûr, protéger les données, comme c'est le cas pour les aspects de digitalisation, et insuffler une culture de l'innovation. En vue du contexte sanitaire, on a également une accélération accrue des usages du numérique, comme vous avez pu le constater partout dans le monde. Donc, c'est un aspect qui est très important en vue de cette crise sanitaire, de pouvoir réaliser des démarches, on va dire, à distance. On a eu notamment la création de nouveaux téléservices liés au Covid. Si vous allez sur le service public, vous verrez qu'il y a pas mal de téléservices qui ont été créés en vue de ce contexte sanitaire et qui ont permis de répondre à des attentes en vue de ce contexte. Voilà, donc comme je vous disais, toutes ces informations sont sur le site du service public de Monaco. Si vous vous amusez à regarder, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de démarches en ligne qui ont été créées et dont vous pouvez prendre note et regarder. Donc, comme je vous disais, il n'y a aucune information confidentielle sur ce que je vous ai communiqué. C'est vraiment ouvert et vous pouvez avoir ces informations sur les sites du gouvernement. Je pense que je vais te laisser la parole, Pascal. C'est parti. Clanic, alors déjà, est-ce que vous êtes au courant du mode de fonctionnement d'un cabinet de conseil? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, soit on y a travaillé, soit on fait appel à ces gens-là. Ok. Donc, on peut passer sur la partie, je dirais, explication du modèle d'un cabinet. Alors, rapidement, pour vous expliquer qui est Clanic, on est parti d'un constat assez simple. Hein, c'est que finalement, dans de nombreuses sociétés de conseil, on pouvait noter un manque d'appartenance de la part des consultants vis-à-vis de leur société de conseil pour tout un tas de raisons, principalement finalement un manque de suivi, je dirais, et puis de temps en temps de considération des consultants, bien que ce soit des gens brillants qui sortent de très grandes écoles comme l'ENAC. Et donc, on a souhaité en fait développer un nouveau modèle de consultance où on remettrait nos collaborateurs au centre de la société. Tout en se basant évidemment sur des valeurs qui nous tiennent énormément à cœur. Le partage, et dans le partage, il faut aussi voir finalement la transparence.
la bienveillance dans le sens où, d'ailleurs, vous le voyez en dessous du clanique en bas à droite, mais on est tous différents. On n'attend pas de nos consultants qui rentrent dans un moule et donc on va s'adapter finalement au caractère de chacun et chacune. Les prendre comme ils sont et essayer avec les particularités de chacun de composer au mieux. Et ensuite, l'exigence, c'est quelque chose de profondément, je pense, ancré en chacun de nous. On est obligé de faire preuve de créativité, de faire preuve d'inventivité, d'être performant au quotidien. Et ces trois valeurs, je pense, ne sont pas forcément opposées. On peut entendre dans le partage et la bienveillance que finalement, ça peut être le monde des bisounours et que c'est les vacances, mais ce n'est pas notre point de vue. On pense qu'on peut travailler et être vraiment performant sur chacun de nos projets, tout en faisant ça, je dirais, dans la bonne humeur, justement, la bienveillance et le partage. Donc, rapidement, ça, c'est l'ADN finalement de Clanic, donc, qui s'est développé suite à plusieurs constats et on essaye, on travaille beaucoup de changer un petit peu les choses dans le monde du conseil. Tu peux enchaîner, je pense, Chloé. Rapidement, sur nos implantations, on a aujourd'hui de tête cette agence, il y a en haut, cette agence en France. Il nous manque Toulouse. Il nous manque Toulouse. Ah, continue de cliquer, peut-être qu'il va Oui, arriver. voilà, ça, voilà. Il est là, il est Donc arrivé. aujourd'hui implanté dans les principales villes de France, avec comme projet d'ouvrir à Bordeaux et à Nantes prochainement, et ensuite à l'étranger. Deux zones très proches France, Bruxelles et Monaco, et ensuite on est présent en Amérique du Nord, donc à Montréal, et on a ouvert récemment des bureaux à Dubaï. Voilà, pour rayonner finalement sur toute la zone MENA et potentiellement vers l'Asie aussi. Je te laisse poursuivre. D'accord. Rapidement, je pense qu'on peut passer là-dessus. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer par là, que finalement, on peut travailler sur de l'humain dans le monde du conseil et réussir finalement au milieu de toutes les grosses sociétés, continuer justement à croître, à grandir, à ouvrir des bureaux avec un modèle bien particulier, très très centré en fait sur l'humain. Et l'an dernier en est, je pense, le meilleur exemple quand, dans une année Covid, ça a été assez compliqué pour pas mal de sociétés de services de manière générale, se rendre compte que ce modèle-là tourné vers l'humain, autant pour nos clients en fait que pour nos consultants, fonctionne. C'est extrêmement valorisant, je pense, que ce soit pour nos consultants. Chloé, tu me coupes si je dis des bêtises, mais Non, aussi non, pour, c'est je dirais, exactement ça. les personnes côté plutôt structure dont je fais partie. Pour avoir été dans d'autres boîtes de conseil auparavant, ça n'est absolument pas comparable. Quand tu parles d'humain, je pense que c'est le meilleur terme pour vous qualifier et vous êtes toujours là pour tous les consultants, quoi qu'il arrive. Donc, j'approuve. C'est gentil. Je continue? Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des cabinets de conseil, il y en a dans plein de domaines différents. Nous, on a décidé de se spécialiser dans le domaine informatique sur 4 grands pôles techniques qui sont le pôle software, donc du développement logiciel, un pôle DevOps et Cloud. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces termes-là, dans l'informatique, sur, je dirais, les profils techniques, il y avait avant 2 grandes familles. Une famille qui était côté développement logiciel et ensuite une famille qui était côté réseau et système.
Aujourd'hui, la tendance, c'est justement de casser ces silos et de proposer des profils ou des compétences qu'on appelle DevOps, donc pour développement et opération qu'on a mixé ensemble. Donc c'est ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement, notamment de vos applications. Cette practice-là est une double practice, en fait, parce qu'on a aussi toute la partie cloud qui prend beaucoup de place en ce moment. On pourrait faire un parallèle avec Monaco, d'ailleurs, hein, je pense que c'est public aussi, qui est en train de développer un cloud souverain. On a également un pôle data, big data finalement, et intelligence artificielle, et enfin la cybersécurité. Ce sont des pôles d'expertise à très haute valeur ajoutée pour nos clients, qui sont pour la plupart des sujets finalement assez récents, si je prends le DevOps Cloud, la data et la cyber, et sur lesquels on est positionné et on veut continuer finalement d'accroître notre présence. Je te laisse dérouler. Alors, en type d'intervention, un cabinet de conseil peut faire plein de choses. Nous, aujourd'hui, notre scope est étendu, je dirais, sur les points que vous voyez, de l'expertise ponctuelle. Donc, ça va être généralement avec des consultants expérimentés, voire très expérimentés, de l'assistance technique, en fait, pour les non-initiés, c'est ce qu'on appelle du consulting, c'est-à-dire des consultants qui vont être dans les équipes de nos clients, dans les bureaux de nos clients, intégrés aux équipes d'internes de nos clients et qui vont les accompagner sur divers projets. Des offres au forfait, où là, finalement, on vient récupérer en intégralité un projet de nos clients qu'on va mener depuis nos bureaux. Ça rejoint aussi la partie centre de compétences et de services, et enfin du coaching et de la formation. Donc, on a un scope d'activité qui est assez large, qui va dépendre finalement de la volonté de nos différents clients et de l'expertise de nos consultants. Très rapidement, bon, cette slide, finalement, quel est l'objectif? De montrer qu'on travaille avec les gros du CAC 40 pour la partie française, hein, et ensuite avec d'autres très gros acteurs. Donc, à gauche, vous avez Belfius qui est à Bruxelles. Je vois en bas à droite la Banque nationale. Je pense, je vois ma vidéo, donc je ne vois pas tout, mais ça doit être celle du Canada. ING à Bruxelles, c'est plutôt des très gros clients aujourd'hui. Aujourd'hui, chez Clanic, d'ailleurs, on aurait pu mettre le gouvernement de Monaco. Je n'y ai pas pensé, excuse-moi, Chloé. Ne m'en veux pas. Je te laisse dérouler. Oui, pardon. Alors là, cette slide, elle rejoint ce que je vous expliquais en introduction. Un cabinet de conseil, à la base, son travail, c'est de recruter des consultants brillants comme Chloé et de leur trouver des projets qui vont profondément leur correspondre et sur lesquels ils vont pouvoir s'épanouir et évoluer. Parce que l'objectif, c'est d'accompagner les gens dans une vision de carrière, pas uniquement sur un projet donné one-shot. Donc ça, c'est la base de notre métier. Maintenant, quand on veut aller plus loin et quand on veut essayer de générer un maximum de leviers d'épanouissement pour nos consultants, il faut leur proposer autre chose. Donc chez nous, on a développé 3 programmes principaux. L'Acting Clanic, en fait, qui vise à donner des responsabilités à nos consultants à l'intérieur du cabinet de conseil. Typiquement, ce que Chloé est en train de faire en ce moment même rentre dans le cadre de ce programme-là. Chloé a choisi d'avoir un rôle de, finalement, c'est consultante école. Alors, je ne sais plus quel est le terme. Relation école. Relation école, voilà. voilà. C'est ce que tu dis. Ouais. Mais on a à peu près 70 rôles différents. Et l'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de remettre les consultants au centre de l'entreprise et qui participent à l'évolution de la société, qu'ils ne soient pas juste spectateurs, mais vraiment acteurs de leur cabinet de conseil, ce qui est malheureusement trop rarement le cas.
Donc, on essaye, via ce programme-là, de leur donner des responsabilités. Alors, il y a des choses très sérieuses comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais probablement, Chloé, tu n'as pas encore reçu l'invitation, mais on va avoir eu un after-work pétanque, sûrement sur le mois de juin, qui va être organisé par un consultant. On a des soirées gastronomiques, etc. Alors là, le Covid nous a empêché de faire beaucoup de choses, mais qu'on va reprendre incessamment sous peu, t'en fais pas. Génial. Donc, le Knowledge Center, ensuite, deuxième programme, c'est une université interne chez nous qui fonctionne en vase clos. En fait, on va aller identifier auprès de nos consultants les plus seniors avec des expertises très poussées leur capacité à former d'autres ingénieurs qui sont chez nous. Donc, on distribue à peu près 50 formations par an. On parle de langage de programmation, on parle de nouvelles technologies, de nouveaux outils, de nouveaux métiers. Et puis, de la même manière que sur Acting Clinic, des formations qui sortent un petit peu du cadre pro. Donc là, cette semaine, on avait, et c'est parce que c'est le moment, comment remplir, par exemple, sa déclaration d'impôt. Voilà. La semaine prochaine, il me semble, ou dans 2 semaines, on en a une sur les crypto-monnaies. Donc, d'autres sujets aussi qui ne sont pas forcément liés à notre métier en propre. Et enfin, le dernier programme qui s'appelle Corner. Corner est un incubateur de start-up exclusivement dédié à nos consultants, où là, on va proposer en fait à 3 consultants chaque année de lancer leur start-up via notre incubateur. On va mettre un fonds d'amorçage pour chacun des projets, environ 100 000 euros par projet, et pour nos incubés, la possibilité de bénéficier de l'ensemble des services de Clanic, c'est-à-dire notre service administratif, notre service marketing, service vente, service technique, service légal, finalement d'avoir la puissance d'une société de 500 personnes pour une start-up, ce qui les aide énormément, parce que très souvent, ce sont des profils extrêmement techniques qui vont vouloir développer des projets et les questions administratives, notamment pour monter une structure, sont souvent assez problématiques et donc on les accompagne là-dessus également. Voilà. Donc l'objectif de ces programmes, finalement, c'est de permettre à nos consultants, évidemment, d'avoir un épanouissement sur leur projet, mais aussi en dehors, via Clanic et via ces programmes-là, pouvoir participer à la société et sinon participer à leur future vie d'entrepreneur via notamment Corner. Corner en quelques mots. Ouais, je pense que je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi mon affichage, mais oui, ça décale. Hein Okay. Moi aussi, ça décale, oui. Okay, si je mets comme ça, c'est peut-être non, ça décale. Non, bon. pour nous, c'est impeccable. Ok, ouais. Sur la slide d'avant aussi, ouais, oui, pour les auditeurs, c'est bon. Bon, tant mieux. Okay. Bon, je pense que tu peux passer sur, c'est ce que tu viens d'expliquer. Celle-là, exactement. Celle-là aussi, hein, c'est à peu près la même chose. Tout ce modèle-là, la même chose, sauf que les 50 000 sont passés à 100 000. Sauf que les 50 000 sont passés à 100 000. Eh ben, les gars. Il y a eu de l'évolution. Non, mais bonne nouvelle pour le futur parce que c'est moi qui ai construit la slide et j'ai pris ce que j'avais de Corner. Mais je peux vous assurer que l'information des 100 000 est actuelle. Voilà, donc, manifestement, j'étais même pas au courant. Voyez, en fait, c'est qu'il faut faire un petit calcul, c'est 50 000 x 2. Hop, et puis on a le bon calcul, voilà, c'est pour ça. Et oui, il est 18h30, mais il ne faut pas réfléchir à 18h30, c'est difficile. Ça mouline. Je te laisse passer à la suivante. Ouais. Non, pas de souci. Ces efforts nous valent quelques distinctions. Alors, avoir cette étiquette, ce n'est pas fondamentalement important pour nous. Je ne suis pas sûr que ça le soit non plus pour nos consultants. Par contre, ce qui est intéressant, en fait, c'est toutes ces stats, ces analyses sont menées de manière complètement anonyme. Donc, nous, on y participe notamment en fait, pour identifier si on peut améliorer certaines choses.
c'est un peu de l'auto-analyse. Bon, et puis la bonne nouvelle, c'est que finalement, on est je ne sais plus, top 1 ou top 2 sur les 3-4 dernières années des sociétés où il fait le plus bon vivre entre, il me semble, c'est 250 et 2000 salariés dans l'IT. Avec finalement plusieurs indicateurs qui sont assez positifs, hein, notamment sur les notions de plaisir et fierté, comme vous pouvez le voir. Je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, pardon, oui, je ne sais pas. Voilà. Alors ça, c'est en fait, c'est le résultat justement de tout ce travail qu'on essaye de mener. Alors, ce n'est pas facile tous les jours, on n'est pas parfait, mais on fait du mieux qu'on peut, en tout cas pour l'être. Voilà. On en a parlé aussi, je pense. Ouais, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je te laisse poursuivre. Oui, d'accord. Alors, rapidement, là, je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus, hein, mais vous l'avez compris, on travaille principalement, si ce n'est exclusivement, avec des ingénieurs dans le monde de l'IT, sur des fonctions très techniques, comme on le voyait tout à l'heure sur le développement logiciel, le DevOps, le cloud, la data et la cyber, mais aussi sur des profils qu'on appelle plus fonctionnels, donc l'OE fait partie, qui souvent ont commencé comme développeurs ou ingénieurs système et qui petit à petit évoluent sur des rôles de business analyst, de gestion de projet, de direction de projet, etc. Donc, aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de clients qui nous sollicitent. La réalité, c'est qu'en France, on manque d'ingénieurs, clairement. Donc, l'ANIC recrute, je crois, pour l'année 2021, 160 personnes sont projetées en recrutement, donc principalement finalement sur les métiers de l'IT au sens large. Voilà.